Alors effectivement, je vais revenir sur cette idée de Jean-Philippe, de l'ombre à la lumière, qui devait mettre en scène 17 personnes, 4 femmes, 13 hommes. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Et sur les 4 femmes, nous en avons une, et là, on en revient sur un problème de déontologie, d'éthique journalistique. Une qui n'est pas très chaude, car elle se rend compte après coup que le témoignage qu'elle a donné lui semblait excessivement personnel. Et là, notre travail, c'est de se dire, mais est-ce qu'on le fait, ou est-ce qu'on le publie, est-ce qu'on ne le publie pas, d'autant plus qu'elle avait témoigné avec bienveillance, elle était tout à fait d'accord. Et c'est à la lecture du papier qu'elle a fait, non, c'est trop moi. C'est-à-dire, c'est l'inverse qui se passe, c'est non, ils n'ont pas raconté de bêtises, c'est trop moi. Donc, errant plus ou moins dans le domaine de la sécu depuis quelque temps, je comprends tout à fait ce sentiment. Il y a des choses que je ne serais jamais prêt de faire, c'est-à-dire contrevenir à l'une des règles déontologiques de mon métier, c'est obtenir des renseignements de façon abusive. Et là, ça aurait été totalement abusif. Alors pour l'instant, c'est pas encore résolu. On va dire 16 personnes, et ça va faire baisser les statistiques, 3 femmes, 13 hommes. Qui sont ces personnes? Ben, c'est justement des gens que je n'ai jamais rencontrés, ou très rarement, si une, dans un CTF, donc jamais dans les conférences sécu. La plupart du temps, ce sont des gens qui passent leur temps à travailler et pas trop à paraître. Je ne vais pas vous donner la liste intégrale de toutes ces personnes, je vais simplement vous donner 2-3 exemples. Mais une chose est certaine, c'est que toutes ont une même façon de traduire leur métier, une même façon d'expliquer leur rôle. Ça peut se résumer de façon très très simple, c'est tenez bon la rampe, accrochez-vous, soyez pugnaces. Et ceci, c'est particulièrement vrai pour les femmes. Et on nous a, disent-elles, en général, toujours découragé. L'informatique, c'est pas un truc de nana, vous allez échouer, de toute façon, vous allez vous trouver dans un milieu qui n'est pas le vôtre, etc. Pour les hommes, c'était t'es pas fait pour ça, t'as pas un esprit assez matheux, ou t'as un esprit trop matheux, peu importe. Et la première chose que tous ont ressenti en rentrant dans une structure, soit de recherche, alors quand je dis structure, ça peut aller aussi bien dans une structure où la personne est chargée de faire de l'application de normes ISO 27XX, ou fait du pentesting, ou fait de l'analyse de kernel, ou fait tout simplement de la normalisation et du suivi de processus. Donc ce sont des gens qui ont des horizons excessivement variés, divers, ce ne sont pas du tout les mêmes métiers. Et ce sont des gens qui ne viennent pas non plus des mêmes horizons. Et tous ont eu une réaction commune, c'est avoir le sentiment d'être un imposteur. Ce syndrome de l'imposteur a frappé pratiquement toutes les personnes que nous avons interviewées, du moins dans les premiers temps, bien entendu, ce qui leur fait tous dire accrochez-vous. Parce que justement, ce syndrome n'est que la vision personnelle de ce que vous êtes en train de faire. Elle ne reflète pas l'exactitude de votre travail au sein de votre organisation, structure, entreprise, etc. Parce que certains sont des fonctionnaires, certains travaillent pour des organismes de recherche d'État, d'autres sont plus dans des structures commerciales, etc. Mais le sentiment est toujours le même. Et leur dernier motto, c'est faites ce qui vous plaît. On est dans un métier qui est particulièrement technique. Vous passez votre vie à travailler, vous allez bosser pendant 45-50 ans dans votre domaine, c'est même de plus en plus, c'est mal barré. Mais si vous commencez à vous embêter dans le cadre de votre travail, c'est pas la peine d'aller dans ce domaine-là. Parce que justement, c'est un métier qui exige, quelle que soit son orientation, beaucoup de passion. Faites ce qu'il vous plaît. Si vous venez dans la sécu pour avoir du pognon, vous allez être excessivement déçu.
Nico est parti, c'est dommage. Antoine aussi, il m'a lâché. Mais c'est deux gars qui effectivement ne fonctionnent qu'avec amour et passion. Alors, pour vous donner un exemple, je vais parler de. Je vais pas donner les noms, vous aurez le plaisir de découvrir les personnes au fil des interviews qui seront publiées. Il y en a une que je vais appeler Clear Screen parce que ses initiales c'est CLS. Elle est venue à l'informatique par des cursus tout à fait classiques de l'info. De l'informatique, elle est passée au réseau, comme beaucoup, et des réseaux, comme par maladie, à la sécurité. Et pourquoi ? Alors qu'il n'y a pas nécessairement de logique dans cette progression, tout simplement par curiosité pour comprendre comment ça marche. Je voulais comprendre comment ça marche, et quelque chose qui a souvent motivé ce déclic, ce basculement dans le domaine j'allais dire, de recherche du 4e bit du buffer clavier, quoi. Dans cette curiosité intime de la chose qui fonctionne. Vous savez, quand un pape passe l'arme à gauche, on casse son anneau papal et on prononce une formule sépulcrale, dramatique, qui est Felix qui produit cognoscere causas. Heureux qui comprend la face cachée des choses, ce qu'il y a derrière le machin. J'espère que Monsieur le Dieu ne va pas nous en vouloir. Ça, c'est du hacking. Comprendre, hacker, c'est élaguer, enlever les branches pour ne s'intéresser qu'au tronc. Il peut y avoir du hacker éthique. Il n'y a pas de hacker pirate. Je ne suis pas hacker code. Je serais incapable de développer autre chose que Fourier égale 1 to 10. J'ai quelques compétences dans le domaine du hardware et de l'analyse de signal. Je n'ai jamais vu quelqu'un poser des questions sur des choses illégales. On est tenté, mais très vite, la morale générale de nos enseignements, de la transmission du savoir, fait que les gens reviennent sur ces idées très rapidement. Et cette volonté de vouloir regarder au sein des choses, de hacker un système, tous les gens que nous avons interviewés ont avoué cette espèce de péché originel, cette pulsion qui les force à aller au-delà de ce qu'on leur enseigne, voire même quelque chose, aller au-delà de ce que l'on ne veut pas du tout leur enseigner. L'informatique, c'est pas pour toi, etc., etc. Pour revenir à Clear Screen, elle est partie donc de la sécurité pour ensuite retomber dans quelque chose d'encore plus cryptique. J'ai pas dit crypté, c'est le travail et l'analyse de risque. L'analyse de risque, c'est quelque chose qui pour moi a toujours été, c'est un peu de la sorcellerie, parce que c'est de la supputation en fonction d'éléments techniques. C'est à la fois excessivement technique et excessivement prospectif. C'est un domaine que j'ai jamais compris. Et cette analyse de risque permet d'arriver de façon totalement cartésienne à des conclusions qui peuvent rentrer totalement dans un processus de contrôle qualité en termes de sécurité. Son travail a consisté en gros à établir une sorte de processus d'homologation des fournisseurs d'une très grande administration, ce qui est quand même quelque chose d'assez difficile. En fait, elle a créé de toutes pièces ce que j'appellerais dans une vision processus, le supply chain de la sécurité, c'est-à-dire la sécurité des fournisseurs, voire de leurs sous-fournisseurs eux-mêmes, jusqu'à l'intégration de ces mêmes préceptes de sécurité en interne. Mais la première chose qui a motivé ses actions, ça a été avant tout d'aller voir les fournisseurs de cette administration, les structures internationales, pardon, et d'essayer de leur apprendre la sécurité bien tempérée sur l'ensemble de les opérations de fourniture. Il être capable de dire à un fournisseur de logiciels, tu vas me fournir un logiciel, il faut qu'il réponde à telle norme. On va parler de, je sais pas, j'avais entendu un certain Jean-Phi parler des règles WASP, par exemple, mais ça va beaucoup plus loin chez elle.
et assurer par la suite que cette maintenance de sécurité sera effectuée tout au long de la vie du produit, c'est-à-dire les mises à jour, etc. Et il faut que ça rentre dans le processus, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une vendeuse de culture sécu. Et cette culture sécu, elle l'a ensuite intégrée dans sa propre structure pour faire non plus quelque chose qui était très à la mode en son sein, c'est le DevOps, pour commencer à parler de DevSecOps. Une autre personne, là c'est plus une fille, c'est un gars qui a eu un parcours assez, comment dirais-je, assez presque traditionnel dans le milieu de la sécurité. Son père a acheté un ordinateur. Il a joué avec l'ordinateur. La première chose qu'il a fait, c'est de jouer avec la définition écran. Alors, effectivement, il est beaucoup plus jeune que moi. S'il l'avait fait sur un IBM PC première génération, il aurait flingué les amplis de déviation. Mais bon, l'ordinateur a tenu le coup, mais maman arrivait et il avait peur des réactions maternelles. Donc, il a fallu qu'en l'espace de 2 heures, il comprenne comment fonctionne la gestion des registres des balayages d'un écran. À 15 ans. C'était un bon début, et c'est justement cette recherche de qu'est-ce qui se passe du côté obscur de l'électronique et du logiciel, parce que justement, c'est ce joint particulier qu'il y a entre le hardware et le soft qui l'a attiré vers la connaissance du code. Ensuite, bon, ça a été quelque chose d'assez traditionnel. De la découverte de l'informatique, il est passé, une fois ses études achevées, vers le test d'intrusion. Il a commencé à développer ses propres outils en open source. Et il est rentré de façon tout à fait conventionnelle dans une entreprise orientée sécurité. Ce qui est beaucoup plus rare ensuite, c'est qu'il a laissé tomber cette entreprise, il a pris un congé sabbatique de 6 mois, uniquement pour apprendre et passer des certifs. Ça ne lui suffisait pas. Il a continué son congé sabbatique, qui n'était plus sabbatique puisque plus soutenu par son entreprise. Il a pris 2 ans de disponibilité. Et pendant ces 2 ans, il a accumulé d'autres certifications et il a surtout énormément appris. Il a payé ses propres cours afin d'avoir une maîtrise absolue de ce qui lui manquait complètement, parce qu'il n'avait pas de formation mathématique, il n'avait pas de formation développeur. Et pendant 2 ans, il s'est lui-même, il est devenu son propre directeur d'études et il s'est offert ses propres cours. J'ai vu ce qu'il publiait sur les dépôts classiques. C'était encore GitHub à l'époque. C'est assez impressionnant et c'est justement, ça relève d'une démarche qui est assez rare dans les débuts de carrière, c'est offrir tout de suite ce que l'on sait et le mettre à disposition de la communauté. En règle générale, ça vient un peu plus tard. Si vous prenez par exemple l'exemple de... On peut prendre par exemple Virtue. Virtue n'a commencé qu'à publier que plus tard, une fois qu'il avait établi une méthodologie, une fois que les choses étaient claires dans son esprit. Damien Coquille a formalisé ceci pour mettre ces outils à disposition de la communauté. Chez notre loup blanc, ça a été quelque chose de quasi systématique, de maladif, quasiment de viscéral. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'avais envie de parler justement de la personne qui se sentait... j'ai intitulé ça La pudeur de Sophie. Alors rassurez-vous, elle ne s'appelle pas Sophie. Je l'ai surnommée Sophie parce que c'est le nom de la sagesse. Elle était pentesteuse à l'origine. C'est une passion qui lui est venue sur le tard. C'est une fille qui avait une prédisposition excessivement extraordinaire pour les sciences mathématiques. Donc elle a suivi un cursus de presque, je vais être assez péjoratif, mais presque de première de la classe. Elle en est assez étonnante, elle est d'une modestie incroyable. Elle suit un cursus qu'elle qualifie de quasi normal, prépa, école d'ingé, elle se lance dans l'informatique et elle aussi tombe
dans le travers de la Sécu, non pas par une curiosité maladive, mais tout simplement par complexion d'esprit. Elle voyait dans la sécurité, dans les analyses sécurité, quelque chose qui correspondait à son amour des chiffres, à son amour des mathématiques, au cartésianisme de la logique matheuse. Et donc on est vraiment dans une optique qui est presque anti-hacker. Il n'y a pas cette curiosité de l'informatique ou de l'ordinateur. Il y a simplement cette jubilation spirituelle de la connaissance, de la preuve par la connaissance, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais compris mes profs de maths. Et donc, elle nous expliquait, je souhaite à chaque instant comprendre comment ça marche. C'est toujours le leitmotiv des autres, mais la raison pour laquelle elle voulait absolument comprendre comment ça marchait allait à l'encontre de ce que j'avais l'habitude de rencontrer dans les conférences sécu, dans les hackerspace ou dans les autres lieux de perdition que nous sommes tous plus ou moins appelés à fréquenter. Je ne donnerai pas de renseignements sur le reste de son CV parce que bon, elle a un parcours qui est tellement typique et facilement reconnaissable en fonction des entreprises qu'elle a fréquentées qu'on verrait tout de suite qui c'est. Je tiens absolument à respecter son anonymat. Donc j'espère que vous apprécierez ces séries de tranches de vie, de personnes qui ne font pas de talk, ouais, qui ne font pas de presse, que vous ne verrez jamais parler devant un public, qui ne sont pas des moi-je. Et c'est justement ce qui est impressionnant parce que leur niveau de connaissance, de culture, de partage vis-à-vis des gens qui travaillent avec eux en entreprise est tout aussi développé que les seniors que l'on croise. Bon, Nico est parti. Tant pis pour lui. Mais je doute qu'il m'en veuille. Bon, voilà pour l'ombre et la lumière, qui nous a posé donc l'un des premiers problèmes éthiques. Dois-je publier, dois-je pas publier? Je vous avoue franchement qu'on en parle encore. Maintenant, je vais vous parler de journalisme, parce que c'est quelque chose que je connais assez mal. Au bout de 45 ans de métier, je vous avoue franchement que c'est quelque chose que j'ai toujours pas compris. Et c'est ce que disait Antoine Champagne tout à l'heure. Notre profession aussi a des problèmes éthiques. Alors, je vais résumer en 2 mots ce que je pense de l'intervention d'Antoine et de Monsieur Ledieu. C'est, mis à part la définition du terme hacker sur lequel on ne sera jamais d'accord, je pense, il est beaucoup trop tôt à l'heure actuelle pour l'ensemble de la profession sécu de parler d'éthique. Je vais revenir sur ce domaine-là. Simplement pour vous expliquer, il a fallu à peu près 2500 ans pour que la profession médicale se mette d'accord sur l'interprétation du serment d'Hippocrate. Et ça discute encore. Actuellement, on a des querelles de chapelle absolument monstrueuses dans le domaine médical sur l'eugénisme, sur plein de détails. Les journalistes, c'est beaucoup plus récent, ça ne fait que 3 siècles. Mais ça fait que 3 siècles que l'on parle réellement éthique, où le mot a été lâché. Il a été lâché par l'un des premiers journalistes réels, Théophraste Renaudot, qui a créé vraiment le premier journal vraiment officiel. Lui, il était éthiquement compatible, il était éthiquement imbibé, puisqu'il était d'une part protestant, à une époque où il ne faisait pas nécessairement bon être membre de l'Église réformée. Il était le docteur responsable des pauvres, nommé par le roi. Donc éthiquement, c'était quelqu'un de directement engagé. C'était un théologue. Et c'était une personne qui a toujours considéré que la seule chose qui était importante, c'est rapporter une information avec le plus d'objectivité et de vérification des sources possibles. C'est quelque chose qui a été véritablement fondateur dans notre métier.
On parle encore de ce problème de vérification des sources. Et il faudra attendre la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui ressemble à peu près à une définition de ce qui fera le journalisme dans les années à venir. Alors pourquoi je vous parle du journalisme? C'est parce que vous tous, autant que vous êtes, un jour ou l'autre, il y a un baveux qui va vous demander, qui va vous poser des questions sur votre entreprise, sur ce que vous faites, sur vos recherches, sur ce que vous souhaitez éventuellement développer ou les bugs que vous avez trouvés ou les exploits que vous avez développés. Et cette confrontation entre ma profession et votre profession crée toujours des étincelles. Et il faut que vous disiez que si vous commencez maintenant, dans le domaine de la sécurité, à parler d'éthique, c'est quelque chose que nous autres journalistes essayons de résoudre depuis 300 ans. Après la Révolution française, il va falloir que je retrouve ça. Alors, pour revenir à Théophraste Renaudot, c'est 1600 et des brouettes, c'est 1631. Vous voyez, c'est pas jeune. Mais une fois qu'on a commencé à avoir une influence directe du siècle des Lumières, on a commencé à pouvoir parler d'une formalisation des règles éthiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une formalisation des règles éthiques? Il y a plusieurs personnes qui disent, bah tiens, il y a un mot qui est vachement bien, c'est l'éthique. Qu'est-ce que l'éthique? Ah bah t'as potassé, bien entendu, Aristote quand t'étais gamin. Et Aristote disait de façon assez simple, l'éthique, c'est la recherche du bien, et le bien est une nécessité pour le bon fonctionnement de la cité, puisque la notion d'État chez les Grecs, vous savez, c'était quelque chose d'assez bizarre. En gros, l'éthique est avant tout une responsabilité politique. L'éthique est politique. L'éthique sera toujours politique, puisque le bien de la cité est décidé par les politiques et non pas par les particuliers. Cette décision politique doit être formalisée. Donc les gens qui ont parlé d'éthique vont se réunir et vont dire, bon bah écoutez, moi j'aime bien que, je sais pas, que les Rahat Koukoum soient parfumés à la fraise, pas à l'eau de rose. Donc ma morale, c'est le parfum de l'eau de rose ou devrait être banni. C'est une perception, l'éthique est une perception de la vérité, du bien qui est strictement personnel. On ne peut pas parler d'éthique dans le domaine de la sécurité informatique, pas plus qu'on peut parler d'éthique dans le domaine du journalisme. On parle de l'éthique du journaliste, on parle de l'éthique du riverseur, on parle de l'éthique de telle ou telle personne. C'est quelque chose de strictement personnel. Lorsque plusieurs personnes se réunissent et disent, voilà, nos règles, c'est ça, ça et ça, pareil pour les avocats, pour les médecins, etc., on appelle ça de la déontologie. La déontologie, c'est le plus petit commun multiple des règles éthiques de chacun. Donc, il ne pourra y avoir d'éthique dans le domaine de la SSI qu'à partir du moment où il y aura des gens qui seront économiquement indépendants de toute structure commerciale et qui parleront éthique ensemble sans mettre en avant ni leur titre, ni l'importance de leur entreprise, ni même leur gourouification quelconque. Ça, c'est à mon avis vital. Ensuite vient ensuite la loi. Lorsque l'on décide de définir ces règles, il y aura toujours un législateur qui dira, bon, on va prendre ça et puis on va en faire un texte. Le législateur est nécessaire parce qu'autrement, les règles déontologiques, ça reste du vent. Dans notre métier, ça a commencé assez tôt, sachant que, alors ça a commencé au lendemain de la Révolution, il faudrait que je retrouve ça. Disons qu'on devait être à peu près sous le gouvernementière où on a commencé à dire que ça commençait à aller bien. Donc on va avoir des... Non, j'arrive pas à retrouver la date exacte. Bon, disons que on a commencé à avoir des chartes, des gens qui s'occupaient de journaux. Ça a évolué. Et là, justement, il n'y a pas eu de loi concernant l'encadrement de ces règles.
Et il est arrivé ce qui devait arriver, la presse de 1914, où on a eu des journalistes qui, de façon unanime, ont glorifié les boucheries, les fusillades de soldats déserteurs, sans jamais mentionner les raisons pour lesquelles il y avait ces fusillades, l'occultation de l'incompétence des généraux, même d'ailleurs dans le Malais Isaac, hein, ce n'est pas seulement les journalistes qui étaient responsables, mais bon, l'incompétence des généraux qui nous gouvernaient, qui commandaient les armées, et ce choc en 1918, lorsque sont arrivés quelques journalistes critiques qui ont dit « mais attendez, les rescapés nous disent ça », a été tel qu'on a commencé à réfléchir à une charte d'éthique professionnelle des journalistes qui date de 1918, pas avant, et qui a été en usage jusqu'en 2011. C'est-à-dire, c'est plus ou moins d'ailleurs cette même charte qui est, c'est un peu comme Windows, quoi. Il y a des silent release et des patch Tuesday régulièrement. On n'en parle pas tous les jours. Il y en a eu un qui est sorti il y a encore une semaine. Bref, ces chartes éthiques et leur intégration dans la loi sont progressives et elles viennent d'abord de la profession et ensuite elles sont acceptées par le législateur. Donc on a, vous allez voir un peu, les noms sont assez bizarres. Il y a la charte éthique professionnelle des journalistes, la charte des devoirs professionnels des journalistes qui a été publiée en même temps que la charte éthique. Avoir une morale implique également d'avoir des droits. Ensuite, les codes de principe, alors ça c'est arrivé beaucoup plus tard en 1954, les codes de principe de la Fédération internationale des journalistes. Ensuite, la déclaration des droits et devoirs des journalistes. Alors ça, c'est le texte le plus fondateur parce qu'il est encore en usage de nos jours. C'est ce qu'on appelle la déclaration de Munich. Elle date de 71. Alors, je vous fais pas je vous dis simplement les prolégonèmes de ces droits et devoirs. C'est le libre accès aux sources. Vous allez voir que c'est assez saignant. Le refus de se conformer à une demande qui serait contraire à la ligne éditoriale de la rédaction. Et ça, à notre époque, ça devient un véritable problème. C'est cette possibilité de dire non à son employeur et de dire « je me casse ». Et d'avoir le confort financier pour pouvoir se retrouver au chômage du jour au lendemain sur une idée, et non pas sur un problème de compétence ou autre. Je ne ferai pas particulièrement référence au groupe Persan, Lignel, etc. Mais tant que la presse sera considérée comme un outil de diffusion de publicité, de location de temps de cerveau, on aura toujours ces problèmes de modification de chartes et de politiques rédactionnelles qui sont imposées par une direction qui n'est pas journaliste, qui est essentiellement affairiste. On en revient justement à la notion de A. Je vous renverrai, si jamais vous avez envie de lire quelques livres porno, je vous renvoie à l'ouvrage d'André Comte-Sponville, « Le capitalisme est-il moral ?» C'est un ouvrage à lire, parce qu'il nous explique que le capitalisme n'est ni immoral ni moral, il est amoral, c'est-à-dire qu'il se considère, le A veut dire qu'il se considère en dehors de toute logique éthique, en dehors de toute logique morale. On ne peut pas accuser le capitalisme. Alors vous prenez le mot capitalisme, vous remplacez par n'importe quoi, peu importe, c'est la logique du A. C'est le fait d'arguer du fait que l'on se sent dégagé de la responsabilité du bien commun. Si vous voulez me taper dessus, vous pouvez intervenir directement. Je pense que c'est aussi nécessaire sur ce genre d'idée. Je continue sur les droits et devoirs. C'est l'information obligatoire aux équipes rédactionnelles de décisions impactant leur modalité de travail. C'est-à-dire du jour au lendemain, votre patron arrive en disant « Tiens Coco, demain tu copier des sports », alors que j'étais dans la rubrique scientifique, j'ai le droit de lui dire « Non, je ne peux pas, ce n'est pas mon domaine de compétence ». Le dernier point, c'est l'assurance d'un contrat couvrant sa sécurité matérielle. Ça devient de plus en plus difficile. Ne tapez pas trop souvent, ne tapez pas trop sur les journalistes lorsque vous ne savez pas si ceux-là, lorsqu'ils viennent vous interviewer,
n'ont pas été obligés de se constituer en société en nom propre. C'est une grande astuce des patrons, quel que soit le domaine de métier. Maintenant, c'est Coco, tu veux être freelance? C'est vachement bien. Crée-toi une société, je te facturerai. Et à nous de nous payer les charges sociales, etc. Ce n'est plus du journalisme. C'est de l'esclavagisme et c'est de l'exploitation. À côté de ces protections que l'on a, on a des devoirs. Le respect de la vérité. C'est ce qui vous fait dire au bout d'un papier, ben non, j'ai rien compris. Donc on rappelle l'interviewé. Tu m'excuses, mais alors, quand tu dis que tel type d'attaque, ça fait appel à tel type d'interruption, mais que sous certaines... Et qu'on retombe dans un truc qui est absolument incompréhensible, parce qu'en face, la personne qui communique ne sait pas communiquer, ben, il y a un moment où on se dit, bon, ben, je lui ai fait perdre du temps, j'ai perdu du temps, je ne publie pas. Parce que je risque d'échapper à ce respect de la vérité. Le respect de la vérité, ça ne veut pas dire je reprends systématiquement ce que la personne m'a dit ou je vais contre-enquêter d'autres sons de cloche pour savoir si cette vérité... Non, cette vérité, elle n'existe jamais réellement. On a des sentiments, on a une opinion, mais la stricte vérité est quelque chose de très difficile à obtenir. Le deuxième devoir, c'est la défense de la liberté d'information. Elle devient de moins en moins évidente à notre époque. Je pense que vous avez tous entendu parler des journalogues gauchias attachés aux merdias. Quand on arrive à entendre des vocabulaires de ce type-là, on n'est pas très loin de Munich, mais je ne parlais pas de l'ordonnance. La publication exclusive d'informations dont l'origine est vérifiée, ça malheureusement, j'en voudrais un peu à l'informatique, mais une bonne partie de ce que vous lisez, c'est souvent du repompage d'Internet, sans aucune vérification. Le respect de la vie privée, je vais en parler au début de cette intro. C'est un devoir sacré. C'est quelque chose vraiment que je ne pense pas avoir une seule fois dans ma carrière violé de quelque manière que ce soit. On a toujours des moments où on se casse la figure, où on commet des bêtises. Le respect de la vie privée, ça c'est la limite de la décence de l'écrit. C'est quelque chose d'ailleurs, paradoxalement, qui était une obligation sacrée au début d'Internet. Quand je vous parle des débuts d'Internet, c'est à l'époque où il n'y avait pas de web, ou même Gopher n'existait pas. En gros, c'était TTY-Link, le mail, et quelques trucs qui fonctionnaient en ICMP. C'était bref, on était quasiment tous sous Minix, et ça explosait toutes les 5 minutes. Mais à l'époque, jamais vous n'auriez eu les trolls étaient interdits. Alors, les trolls étaient interdits aussi parce que les taux de facturation des messages, des datagrammes, étaient tellement élevés qu'on ne pouvait pas trop faire de bêtises. Je me souviens avoir payé 800 francs à l'époque du mégaoctet transféré. Je dis bien du mégaoctet transféré. 800 balles. Transféré, ça veut dire reçu comme émis. Dans des cas pareils, on ne trolle plus. Enfin, on ne trolle pas. On n'imagine même pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais cette volonté de toujours garantir une objectivité de l'information, c'était un des fondamentaux d'Internet, qui malheureusement s'est un peu dégradé avec le temps. Bon, la protection des sources et la garantie du secret professionnel, ça c'est dans les bons livres de science-fiction. Un journaliste quel qu'il soit vous opposera toujours la volonté de garantir ses sources. C'est d'autant plus vrai dans le domaine de l'infosec, où l'on interviewe des gens qui sont souvent des réverseurs, qui sont parfois gris, quelquefois un peu noirs. Et la première déshonnêteté qu'on puisse leur faire, c'est de ne pas révéler quoi que ce soit qui puisse permettre de leur mettre la main dessus. Nous avons une information, ils ont accepté de parler. L'anonymat de ces sources, je parle de véritable anonymat. Il ne s'agit pas d'anonymat pseudo-internet avec un traçage IP. J'ai vu quelqu'un, il m'a dit un truc, il n'aura jamais, de ma part, la possibilité de se faire avoir. Maintenant, c'est à moi de savoir si je peux exploiter ou non cette information.
Quelquefois, c'est une information qui dort des années et que l'on ressort un jour, ah oui, tiens, machin, je l'ai rencontré, il disait ça à l'époque. Parce qu'entre-temps, machin, il est devenu honorable, patron d'une société, il ne s'amuse plus à faire du reverse de code pour aller voir ce qui se passe dans l'ordinateur de son voisin. C'était plus ou moins d'ailleurs la position du CCC à ses tout débuts. En fait, les deux derniers des 10 devoirs, c'est l'interdiction du plagiat, de la calomnie et de la diffamation. Le couper-coller est encore excessivement actif dans notre métier. Et l'interdiction d'activité commerciale. Il n'y a pas de journaliste qui soit à la fois businessman et gratte-papier. C'est pas compatible. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis je vous dis, à peu près 1918, quand on a commencé à comprendre que le pouvoir de la presse, qui était directement lié à l'apparition de nouvelles technologies telles que les rotatives, etc., allait grandissant, allait croissant. La presse, c'était l'Internet des années 1900, des années d'après la Première Guerre mondiale. Les tirages des journaux illustrés à l'époque étaient hallucinants, quoi. C'était l'audimat de TF1, mais sur support papier. Comment passe-t-on de ces idées qui sont assez éthérées à la loi? Tout simplement parce qu'il y a un député qui décide de dire tiens, là il y a quelque chose qui est intéressant. Vous savez qu'un député a un tropisme de la loi, donc il faut absolument qu'il y ait une loi qui porte mon nom. Sociologiquement, je ne sais pas très bien ce qui les pousse, mais bref, il y a des noms qui sont restés. Je pense que nous avons tous entendu parler de lois salvatrices comme la loi Perben, elles sont importantes. Les premiers textes datent de 1881. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, la fameuse liberté d'expression, qui évoluera en article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 10 de la Convention européenne, etc., va donner les premiers textes de la loi Brachard qui date de 1935. Cette loi Brachard est toujours d'actualité maintenant. C'est celle qui régit le statut de journaliste professionnel, parce qu'avant, des journalistes professionnels, il n'y en avait pas. Là encore, je fais un parallèle avec le monde de la Sécu. C'est que tant que vous n'avez pas un député qui va dire un hacker éthique, un chercheur, un RSSI, whatever, c'est ça, vous ne pourrez pas avoir une protection de la loi. Il faut déjà que le métier soit défini. Il faut déjà que les devoirs du métier soient définis. Et ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Et on ne peut pas le faire sans le concours d'un député si ce député n'a pas justement cette fameuse charte déontologique, donc la concaténation des différentes éthiques de tous et de chacun pour donner naissance à ces textes. Nous ne sommes pas responsables de la façon dont les textes passent. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Alors, parmi les éléments les plus importants, je crois que la foi et la prière, mes fils, mes filles, parce que en matière de presse comme en matière d'infosec, le député moyen a plutôt tendance à vouloir agir dans l'urgence. Je ne parlerai pas de l'article 24. J'ai juré de ne jamais dire de mal d'un ministre en exercice. On peut dire tout le bien qu'on veut des dispositions telles que l'OPSI 2, LCEN, etc. Il faut toujours se méfier des risques de dérive et d'interprétation à terme de ces lois. Je ne parle pas en tant que juriste, je parle en tant que citoyen qui risque de se trouver entre la chèvre et le chou parce que la loi l'interdit ou parce que... Voilà. Un exemple typique, je suis gratte-papier dans un journal, c'est le fameux article 24, je vois une charge
de CRS taper sur de l'étudiant, c'est normal, c'est une fonction qui est logique. Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et quand ça Gay-Lussac, habituellement on prend une photo et puis on crie flic, fasciste, assassin, peu importe. Ça fait partie du folklore de la presse d'opinion. Là actuellement, il y a eu une loi qui condamnait. Alors bien entendu, on est revenu sur l'interprétation de cette loi, etc. Je ne voudrais pas non plus que vous preniez ce que je dis comme étant d'une exactitude juridique absolue. Mais il y a eu une crainte à un moment donné que le fait de vouloir photographier et publier, alors que le terme disait diffuser, la photo d'un représentant des forces de l'ordre, tu as le droit de me taper dessus, et je ne dirai rien, pouvait être condamné, alors je ne sais plus, c'était monstrueux, 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Vous imaginez la presse devant un tel article. Bon, on est revenu sur sur les abus possibles de cette loi, mais lorsqu'un député décide de faire une loi, ce sont des gens qui souvent ont des visées électoralistes. C'est logique, c'est consubstantiel. Mais avoir une vision historique dans la prolongation des 3 à 4 siècles à venir d'un texte de loi, c'est quelque chose de très difficile. Même un agrégé d'histoire ne peut pas prétendre à une telle compétence. Bon, je vais arrêter de dire du mal parce qu'il faut quand même relativiser les choses. Nous avons par exemple la loi Pleven de 72 relative à la lutte contre le racisme, la loi Guesso de juillet 90 sur le négationnisme. Actuellement, ça serait bien s'il était un peu plus appliqué. Les lois anti-fake, les lois anti-fake de 2018, il ne faut pas être... n'allez pas croire que je sois encore un ancien militant de Krivine ou de peu importe. C'est pas, les lois sont nécessaires, elles sont obligatoires même. Elles ne dépendent que de la synergie qu'il y a au sein d'un métier pour qu'elles puissent être entendues par un de nos élus. Donc il n'y aura pas d'éthique dans le domaine de la SSI tant qu'il n'y aura pas une charte déontologique généralement approuvée et une discussion sérieuse avec un ou plusieurs députés. Les choses évoluent, mais il faut 3 siècles pour faire ça, 4 siècles quelquefois. Donc c'est pas immédiat. Le premier homme politique qui est venu nous voir alors que nous étions des bricolos dans le domaine des coms câblés, alors je ne parle pas d'Internet, hein. J'étais le seul dans le groupe à dire « T'as les mecs, il y a un truc qui s'appelle TCP/IP », on me disait « Papy, tu prends ton Tranxène, ça n'a aucun avenir ». C'était les BBS. Alors, les BBS, on a eu Jean-Marie Roche. Jean-Marie Roche, il était député maire de Nancy. Ça a été le premier gars qui est venu, vous imaginez, Nancy, Paris, il est venu sur Créteil, dans un coin paumé avec nos ordinateurs en stack, et il est venu nous dire « c'est quoi que vous faites ?» Oh, on était étonnés. Est-ce qu'il faut légiférer? Non, on ne va pas légiférer. Comment ça marche? Quels sont les risques? Il y a donc nécessairement des gens qui sont intéressés par l'aspect technique et qui sont prêts à comprendre ce genre de choses. Avant Jean-Marie Roche, on avait eu quand même 4 agents, à l'époque qu'on disait la DST, qui étaient venus planquer en face de chez nous jusqu'au moment où on les a invités en disant « mais viendez, on va vous expliquer, on a eu exactement la même chose à l'Electrolab. Venez, rentrez, on va vous expliquer comment ça marche, qu'est-ce que le hacking, voilà comment nous encadrons nos activités, voilà comment nous formons les jeunes qui viennent la plupart du temps en disant « T'as vu le jeu vidéo? Ouais. Tu sais pirater des jeux vidéo? Ouais. Tu peux me pirater un jeu vidéo? Non, mais je peux t'apprendre comment le faire. » Et là, on a gagné. Parce que jamais, non seulement le gosse ne piratera quoi que ce soit,
Mais une fois qu'il est parti dans le C et le Python, même ses parents ne peuvent plus rien faire. Bon, on a parlé de l'article 24 du législateur, etc. Il y a aussi une chose qui serait malhonnête de ma part de ne pas mentionner, c'est qu'en règle générale, lorsque l'on commence à avoir une profession qui est encadrée, on a des avantages fiscaux non négligeables. La presse a une TVA entre 5 et 2,1%. Je pense que certains d'entre vous ont les yeux qui brillent en imaginant ça, quoi. C'est assez sympa. Les journalistes, on longtemps eu, maintenant, bon, les journalistes ont toujours un abattement fiscal qui correspond entre 20 et 30% de leur salaire déclarable, parce qu'ils ont des faux frais professionnels, etc. Le fait d'envoyer du courrier, vous savez, ça coûte très cher d'envoyer un journal par la poste. On bénéficie d'un routage qu'on appelle le routage 501, qui est absolument ridicule par rapport au prix du timbre de lettre. Donc, il y a un accompagnement. Pourquoi cet accompagnement spécifiquement pour la presse? Pour éviter 1918. Pour éviter le fait que l'argent de puissance économique puisse s'offrir des médias et que d'autres médias ne puissent pas avoir la possibilité de contrer. L'indépendance de la presse passe par son indépendance économique, ou du moins par des actions facilitant son indépendance économique. Je pense que vous avez tous entendu vos profs de philo vous parler du céramique. C'était pareil pour les philosophes du 3e au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce. On assurait aux philosophes un petit revenu minimum, enfin pas énorme parce que de toute façon les professeurs principaux étaient bien obligés de faire payer leurs disciples. Ça a été le cas notamment du Jardin, ça a été le cas de... je regrette juste. Bon. Mais ils avaient aussi un cadeau extraordinaire, c'était une place au céramique. Le céramique, c'était le cimetière qu'il y avait au-dessus d'Athènes. Je ne sais pas si vous imaginez avoir la chance d'avoir un tombeau gratos. Ça faisait fonctionner, et à l'époque, c'était quand même assez important d'avoir une tombe. C'était la survivance de la mémoire. L'État a toujours été un moyen de subvenir à ceux qui essayent de faire vivre la vie intellectuelle de leur domaine. Donc, en conclusion, puisque j'ai plus que 5 minutes, à la lumière de tout ça, c'est... Sinon, non. Ne craignez pas les journalistes. Répondez à leur coup de téléphone, même s'ils vous téléphonent 10 fois, parce que un jour, je vais m'occuper de la fabrication des ressorts pour chapeau claque, le lendemain du dernier Patch Tuesday, le surlendemain de la vie des baleines dans le bas Kamchatka, ou que sais-je encore. Un journaliste n'est pas un spécialiste. Il y a quelques journalistes spécialisés, mais même les journalistes spécialisés ne peuvent prétendre à la science que vous, dans le domaine de la SSI, pouvez maîtriser. Il faut donc que vous trouviez les mots pour expliquer à quelqu'un qui n'est jamais qu'un traducteur. Et si cette personne vient vous agresser 5 fois, 10 fois, parce qu'il ne possède pas le vocabulaire, insistez, expliquez. Je ne voudrais pas refaire la présentation de Fernando Gont à Quito Ergo Sum. Elle était absolument extraordinaire. C'était accepter les dires des journalistes. Le journaliste, de son côté, va essayer de pratiquer une politique du best effort. La deuxième conclusion, c'est les comités d'éthique ne servent à rien tant qu'un groupe de professionnels ne s'attelle pas à la rédaction d'une charte. Il n'y aura pas d'éthique dans le domaine de la SSI tant qu'il n'y aurait pas un consensus, ou à minima européen, dans notre domaine. À minima européen, tout simplement parce qu'il y a possibilité d'imaginer un corpus légal qui puisse unifier. En fait, la plupart des ANSSI des différents pays s'accordent à dire ça c'est bien, ça c'est mal. Il faut quand même que l'on puisse arriver à un corpus légal qui soit à peu près unifié en Allemagne, en Italie, enfin dans les principaux pays européens. Aux États-Unis, il faut quand même s'en méfier. Il y a des gens qui sont partis à Las Vegas pour un Comdex et qui ne sont jamais revenus. La déontologie ne sert à rien non plus
tant qu'un même groupe de professionnels n'aura pas formalisé les structures. Alors, formaliser les structures, ça peut être aussi bien des structures syndicales que patronales, peu importe. Il n'y a derrière tout ça, ou même économique, il n'y a derrière tout ça aucun schéma qui soit prédéfini. Mais il faut que les gens qui travaillent sur ce plus petit commun multiple des règles éthiques puissent formaliser ceci en ayant une représentativité. Ils peuvent être membres de la section occulte du CNPF, c'est secondaire, mais il faut qu'ils soient représentatifs. Et enfin, ces groupes de professionnels eux-mêmes ne serviront eux-mêmes à rien s'ils ne possèdent pas justement cette représentativité et cette possibilité de dialogue avec les forces politiques. J'ai débordé, je vais me faire tuer. Voilà. Jean-Philippe, je te repasse le micro. Si. Tu sais ce que disait Audiard, des gens de 70 kilos oui. À côté des gens de 120 kilos. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Alors là, tu les as tous. Bon. Ils sont émerveillés. Moi, je tiens à remercier Marc parce que je sais qu'à chaque fois, c'est un gros effort que je lui demande de faire une conférence. Il a le trouillomètre à 0 et comme vous voyez, à chaque fois, je suis incapable de l'arrêter. Parce qu'une fois qu'il est lancé, c'est une Bible. Là, il vous a parlé un peu latin, mais il peut vous causer grec aussi. Ça lui pose aucun problème. C'est une Bible inépuisable de Bourdieu. Moi, je vais quand même te lancer sur une question. Moi, j'ai une question pour toi, mais il va falloir que tu prennes le micro. En rapport justement à ce que tu as dit, une partie de ta conclusion, tu nous dis parler aux journalistes, ils sont gentils, ils sont pas toujours compétents, mais en tout cas ils sont gentils. Ils sont de bonne volonté. J'ai pas dit qu'ils étaient gentils. Beaucoup de journalistes dans le métier de la tech qui peuvent contacter des gens qui sont dans la salle, par exemple, les contactent particulièrement sur des sujets qui, d'après eux, sont vendeurs, ce que j'appelle moi du sang et des larmes, à savoir ce qui fait acheter la presse. Pour les pentesters, les reverseurs, les gens qui font du bug bounty, etc. Est-ce qu'il y aurait un conseil, un grand conseil que tu donnerais pour faire qu'un sujet ne devienne pas un truc sensationnel, mais plutôt quelque chose qu'on traite sur le fond, nous, en tant que techniciens? Non. Non, en fait, c'est le problème du FUD. Et le problème du FUD demande à ce que la personne interviewée prenne le journaliste par la main et lui dise « Viens voir, c'est comme ça que ça se passe ». Bon, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, donc j'avais déjà des accointances avec le milieu qu'on appelait improprement le hacking à l'époque. Mais j'ai vu autour de moi des gens qui ont eu la patience de me dire « Là, tu racontes des conneries ». Et qui n'avaient pas peur de le dire. Je pense notamment à Sid. Sans Cédric Blanchet, j'aurais tout de suite arrêté. Bien entendu à Nico, mais il n'est pas là. Il n'aurait jamais dû partir, puisque c'était le tandem infernal des conférences françaises. J'ai eu aussi énormément de coups de main de la part de gens comme Bruce Perens, comme Del Garbi et comme Philippe Carne, qui étaient respectivement le pape de l'open source, un gourou de l'univers BSD et le père du premier TCP/IP open source, circa 1980. Et sont des gens qui, à l'époque, ont eu la gentillesse et la patience de dire « Là, mais tu comprends rien. Oui, Coco, mon cursus, c'est littéraire. Oui, mais attends, on va t'expliquer. » Et des gens qui avaient le temps à perdre, alors que ce sont des universitaires, ce sont des professeurs d'université, ce sont des... Carne, à l'époque, était le CTO de Qualcomm. Bruce Perens, je crois qu'il a toujours été universitaire, il n'a jamais
il est jamais allé dans le domaine industriel. Des gens qui étaient là pour dire tu t'intéresses à des choses, mais en fait, tu sais pas encore faire du vélo. On va te mettre encore des petits trous à côté. Et ces gens-là sont rares. Je pense qu'il faut jouer aux gens qui sont rares. Faut avoir le temps, le courage, l'investissement de se dire je vais perdre probablement 3 à 4 jours à expliquer des choses dont il ne va retenir que 2%, mais au moins il aura retenu ces 2%.